C'est la plus grande fusillade de masse dans l'histoire des États-Unis. Dimanche, au petit matin, un homme de 29 ans a commis un véritable massacre dans un club gay, le Pulse. Ça s'est passé à Orlando, en Floride. Un acte commis au nom de l'État islamique. Bilan, 49 morts, 53 blessés, dont 6 sont toujours dans un état grave. L'horreur totale qui pose de nombreuses questions à plusieurs niveaux. La vente libre des armes aux États-Unis, bien sûr. La lutte contre le djihadisme ensuite. Et ce qui paraît moins évident pour certains, la question de l'homophobie. Car cet aspect du drame d'Orlando a été relégué au second plan, au moins dans un premier temps. Pourquoi cette chape de plomb sur le phénomène anti-gay? Les drapeaux arc-en-ciel qui fleurissent sur les réseaux sociaux depuis sont-ils le signe que les choses peuvent changer? Comment faire évoluer les mentalités? C'est dans l'actu sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et vous pouvez participer bien sûr au débat au 06 92 608 335 pour les textos. Au téléphone, c'est le 02 62 99 2000. Et puis il y a les réseaux sociaux. La page Facebook, c'est dans l'actu. Et le hashtag CDLA Première pour Twitter. 3 invités avec nous ce midi. Stéphane Ducamp, le président de l'association Total Respect Océan Indien. Bonjour. Bonjour. Émile Lépinet, président de l'association Horizon. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Jacques Vlody, député socialiste de La Réunion. Bonjour. Bonjour. Votre réaction, tout d'abord, aux uns et aux autres, sur ce massacre, cette tuerie d'Orlando. Stéphane Ducamp. Moi, ce qui m'a surpris le plus, pour être réaliste, c'est les questions qui ont été posées, dans le sens où c'est un acte terroriste, et on m'a posé la question de savoir, est-ce que c'est aussi un acte terroriste ou un acte homophobe? La réalité, c'est un acte terroriste homophobe, aussi simplement que ça. Autant que l'hypercacher, ça avait été un acte terroriste antisémite. Voilà. Et pour vous, ça n'a pas été en France, souligné ça a été tout de suite. très très étrange. Il y a eu des erreurs de communication selon moi, dans le sens quand on a vu les unes de la presse à part Mediapart, pour être réaliste. Écoutez, on a un peu spolié l'aspect homophobe, l'aspect concernant la population homosexuelle et transidentitaire. Donc ça m'a beaucoup surpris. Ce qu'on appelle l'invisibilisation. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître un fait. Pourquoi? Parce que ce fait est gênant. Est-ce que le terrorisme serait moins du terrorisme si on massacre des homosexuels? C'est la question que je me pose. Moi, je suis intrigué. D'accord. Vous avez eu le même sentiment, Émile Lépinet? Tout à fait, oui. C'est vrai que dans un premier temps, toute la communication qui a été faite autour de ces événements a occulté absolument le fait qu'il s'agissait d'une boîte gay. D'autant plus que, en fait, c'est une boîte qui est reconnue dans le milieu parce qu'elle a une valeur symbolique, si vous voulez. Qui plus est, les personnes qui étaient dedans étaient aussi latinos. C'est quelque chose qui a aussi été passé sous silence. Ouais, une communauté à part. Voilà. Donc aux États-Unis, qui est encore plus précaire en tant que LGBT que la moyenne. Donc tout ce silence qui a été fait dans un premier temps, il est quand même révélateur de la vision que l'on a justement du traitement de l'homophobie dans notre société. En quoi il avait une valeur symbolique, ce club? Alors, ce club gay, le Pulse. Le Pulse c'est un club qui est historique. Donc voilà, il y a énormément de soirées qui sont aussi politiques là-bas. Donc ce n'est pas seulement un lieu de divertissement. D'accord. Jean-Jacques Vlody, on entend ces critiques sur le fait qu'on n'ait pas vu cet aspect-là de la chose dans un premier temps. Comment vous l'avez perçu, vous? Permettez-moi juste, bonjour tout le monde, de revenir un instant sur les événements terroristes, puisque nous avons été, nous aussi, en France, touchés par le meurtre du couple de policiers. Du couple de policiers qui sont victimes. Je ne fais pas d'amalgame ni de parallèle, mais je veux dire, c'est important de préciser toute la sympathie qu'on doit avoir pour l'ensemble des familles et bien évidemment le soutien à l'ensemble de la police, puisque aujourd'hui, à travers cet acte barbare, l'ensemble des policiers peuvent se sentir en danger dans leur domicile et donc il est normal qu'on leur apporte le soutien nécessaire. Concernant la tuerie d'Orlando, ce qui vient d'être dit est foncièrement vrai. Et la vraie question, c'est pourquoi ceux qui ont communiqué n'ont communiqué que sous l'angle terroriste. Quand on a eu le terrorisme sur l'hypercacher de Paris, on a communiqué sur les deux, voire même quelquefois plus sur l'antisionisme que sur le terrorisme lui-même. Et c'est une réalité. Si vous regardez le nombre de titres que vous avez eu sur l'hypercacher, on a, après c'est vrai qu'il y a aussi une dimension historique sur la lutte sur les problèmes donc anti-juifs, donc une dimension bien évidemment reliée à la Seconde Guerre mondiale qui fait que les éléments sont plus sensibles, mais effectivement dans cette tuerie d'Orlando, c'est un acte terroriste visant une
une cible bien déterminée visant des homosexuels. Et donc il y a bien là un élément qui à mon sens, n'a pas été suffisamment mis en avant, suffisamment dénoncé. C'est-à-dire qu'il y a un terrorisme qui s'oriente vers une catégorie de personnes, et donc en l'occurrence un lieu symbolique où ils sont rassemblés avec cette tuerie. Donc il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur l'homophobie à travers ces actes de terrorisme. Omar Mateen, donc le tueur d'Orlando, musulman pratiquant, avait déjà été interrogé à plusieurs reprises par la police fédérale, le FBI. Il avait des liens supposés avec les djihadistes. Est-ce que vous pensez, Stéphane Ducamp, que c'est ça qui a fait que l'enquête s'est plus orientée vers la thèse terroriste djihadiste? Non, non. Il y a aussi un problème dans le sens où j'écoutais justement pas mal d'informations sur. Facile de revendiquer Daesh maintenant, dans le sens où à la limite vous commettez un attentat et après vous dites que c'est Daesh et Daesh se fait un plaisir de reconnaître que c'est à lui vu que ça l'arrange. Oui, effectivement, il faut le préciser. Les liens doivent encore être établis par pour l'instant, ça reste un peu. Il y a aussi une chose qui est très marquante parce que cette personne, en l'occurrence, a fréquenté cette boîte gay. Je vais encore pas faire plaisir aux homophobes, mais enfin, je me dis qu'il y a quand même pas mal d'homosexuels refoulés dans cette histoire. Je veux rebondir sur la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle me dérange. On parle aussi d'invisibilisation au niveau de la communauté homosexuelle, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Parce que là aussi, on oublie qu'il y a eu des victimes des camps de concentration au niveau des homosexuels. C'est quelque chose aussi, moi, qui me révolte. C'est-à-dire l'invisibilisation dans notre société. On en parle. Alors, l'UEFA, tiens, si on en parlait, la petite minute pour Orlando, eh bien, on l'a zappé. Alors, la petite minute, vous faites référence à la minute de silence. Tout à fait. Que beaucoup pensaient évidente avant les matchs de l'Euro et qui n'a pas eu lieu. Elle n'a pas lieu, pourquoi? Parce que 50%, 47%, c'est une étude de 2013, des footballeurs professionnels ne supportent pas l'homosexualité. 50% des jeunes qui sont dans les centres de formation du football ne veulent pas entendre parler d'homosexualité. Pour autant, on sait que c'est l'un des sports dans lequel l'homophobie est la plus présente. Donc, je trouve ça très original. Quand on demande au niveau des sponsors, ça aussi, tiens, je trouve ça très intéressant qu'un footballeur professionnel qui est sous-entendu comme homosexuel, on l'invite, ses sponsors l'invitent à se présenter au bras d'une femme pour évacuer le sous-entendu qui peut être fait. On est dans une société française qui, quand même, là-dessus, je voudrais pas, là aussi, sur les droits des femmes et les choses comme ça, il y a quand même des acquis et l'homophobie est un acquis. Le sexisme est un acquis. On a vu les derniers événements à l'Assemblée nationale sur le sujet. Il y a aussi des erreurs de communication qui sont commises. Je vous demanderai, Monsieur Vlody, ce que vous pensez de la déclaration de Monsieur Hollande sur le choix de l'orientation sexuelle. Je sais pas. Nous, en tant qu'association, on passe notre temps dans... Alors, c'est quoi cette déclaration? Alors, la déclaration, je vais vous la lire de façon exacte. Elle a été faite, on va dire, en audiovisuel autant que sur Twitter. L'effroyable tuerie homophobe d'Orlando a frappé l'Amérique et la liberté de choisir son orientation sexuelle et son mode de vie. Est-ce qu'on choisit son orientation sexuelle? C'est un combat qu'on mène depuis des années pour expliquer aux parents, expliquer aux profs, expliquer à tout le monde que l'orientation sexuelle n'est pas un choix. Que le chef de l'État puisse le dire. Désolé, mais moi je fais partie de ceux qui sont affligés. C'est une erreur de communication qui est grossière, qui remet en question le choix de l'orientation sexuelle. Je vous demanderai pas, Monsieur Dornier, si vous avez choisi l'hétérosexualité, je ne serai pas présomptueux. Ni Monsieur Vlody, personne ne choisit son orientation sexuelle. C'est un sacré couac et un manque de connaissances et qui a beaucoup... Alors Nicolas Gauguin, l'ancien représentant de l'inter-LGBT, s'est insurgé, mais il n'y a pas que lui, toutes les associations sont insurgées. Voilà, est-ce que c'est... Prenons au sérieux l'homophobie dans notre société. On en est où de l'investissement, enfin de la façon dont on finance la prévention de l'homophobie? Je rappelle quand même que c'est 100 suicides à La Réunion, dont 40% sont liés à cette thématique, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc ça fait au moins 40 personnes qui se suicident chaque année. Alors on évoque beaucoup de sujets. Ouais, on est parti de l'UEFA, on est parti sur la déclaration de François Hollande et on arrive sur le suicide. On y reviendra point par point. On est sur le même thème en fait. On est sur le même thème, mais on y reviendra peut-être point par point. C'est l'homophobie dans la société. Peut-être d'abord la réponse politique sur la déclaration de François Hollande et on reviendra sur l'UEFA après. Je pense que celui qui l'a écrit a commis une erreur. Et je crois d'ailleurs que le président a retiré ce tweet de mémoire. Il me semble. Il l'a retiré, il a été modifié. Il a été modifié. Parce qu'effectivement, cet excès de langage, ou cet abus de langage, ou cette déformation de langage est effectivement une déformation de la réalité.
Oui. On ne choisit pas d'être homosexuel. Je veux dire, et ça, c'est l'élément fondamental sur lequel notre société a avancé, c'est il a choisi de l'être. Il n'a pas choisi d'être. On est né hétéro, on est né homosexuel et on l'exprime quelquefois de manière un peu difficile, en tout cas pour l'homosexualité, on l'exprime pas, certains sont refoulés. Et donc le plus gros travail que nous ayons à faire, c'est véritablement d'accompagner les proches de ceux qui sont homosexuels, les familles, le premier cercle, parce que la difficulté pour celui qui se sent ou qui à un moment donné affirme son homosexualité, c'est d'abord se confier à ses proches, à son premier cercle quand il arrive. Et là, l'incompréhension quelquefois dans le cercle familial est difficile, et il faut absolument que nous ayons des accompagnements, sur les proches qui découvrent l'homosexualité, notamment les parents qui découvrent l'homosexualité des enfants, puisque le parent, il a pas prévu ça dans son schéma de départ. Et donc lui, l'enfant, il prévoit, ou en tout cas il pense qu'il va être hétérosexuel, et puis un jour il découvre l'homosexuel. L'enfant, le parent est en difficulté. Et là, on a un travail à faire, c'est véritablement d'accompagner, parce que sinon vous avez à la fois des parents qui souffrent, à la fois des enfants qui souffrent, à la fois des futurs adultes qui sont dans des situations de drame personnel, et vous l'avez cité, à La Réunion, je crois que c'est 12% de plus de suicides chez les homosexuels, donc il y a un véritable mal-être terrible de l'ensemble de ces personnes, et qui fait que, eh bien, il y a des passages à l'acte, il y a une souffrance, et l'ensemble du réseau, l'ensemble de la société doit être mobilisé. Mais nous devons véritablement, à mon sens, commencer à accompagner les parents dès l'instant où le jeune enfant ou l'adolescent ou exprime ou se révèle donc homosexuel. C'est à ce moment-là qu'il faut l'accompagner. Sinon, vous allez créer toujours, la première difficulté, c'est la rupture familiale, la rupture du lien avec ses proches, où la personne, l'individu qui assume à un moment donné son homosexualité va être, en plus de la difficulté de relation avec les autres, avec la société, est déjà dans une situation de rupture avec la famille. Et ça, c'est très difficile à vivre. Alors, de quel accompagnement a besoin le public LGBT, lesbienne, gay, bi et trans, de quel accompagnement, Émile Épinay? Accompagnement, ne serait-ce que de savoir que d'autres personnes existent, que leur vie est réussie, que ce n'est pas forcément une condamnation. D'accompagner les familles, surtout parce que la plupart du temps, les gens, eux, sont plutôt bien avec leur orientation sexuelle. Ce sont les autres qui ont un problème avec... C'est l'entourage. C'est l'entourage, voilà. Qui n'adhère pas, famille, qui ne cautionne pas. Voilà. Parfois, le milieu professionnel, et là, ça peut devenir particulièrement compliqué. Donc, les gens ont besoin, dans l'entourage, d'être accompagnés, qu'on leur apprenne que ils ont le droit d'avoir droit à ce temps de deuil de la vie idéalisée qu'ils avaient faite pour leur enfant, pour leurs frères et sœurs, pour leurs nièces, leurs neveux, et de se dire que ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une condamnation à la maladie, ce n'est pas une condamnation à la marginalisation, ce n'est pas ce n'est pas un mode de vie, justement. Cette affaire de mode de vie, c'est très pernicieux, parce que ça donne l'impression qu'il y a un mode de vie pour les personnes LGB ou T. Vivre dans une yourte au milieu de la steppe, c'est un mode de vie. En France, quand on est une personne homosexuelle, on n'a pas un mode de vie fondamentalement différent de celui des autres Français ou ailleurs, des Américains ou que les autres Anglais. On a un mode de vie qui est le même. Ce qui va poser problème et ce qui va faire justement tous ces clichés qui peuvent exister autour, c'est que justement, comme il y a de l'homophobie dans le monde du travail, les gens sont marginalisés de fait, mais ce n'est pas leur choix. Voilà. D'accord. Et au quotidien, il y a tout de même de la stigmatisation. Il y a une stigmatisation parce que justement, on prête aux personnes homosexuelles une sexualité débridée, on leur prête un mode de vie particulier. Le monde de la nuit encore est souvent accolé aux personnes LGBT. Il y a toutes ces clichés qui tournent autour de l'homosexualité, de la bisexualité, de la transidentité. Ce sont des choses qui sont dépassées, mais elles sont encore très prégnantes pour la bonne et simple raison que comme justement rien n'est fait pour parler de ces populations, pour faire en sorte qu'elles aient une place dans la société, eh bien ce sont des choses qui disparaissent petit à petit. C'est des choses qui existaient il y a 50 ans, elles existent toujours aujourd'hui. Alors que dans une certaine mesure, tout le monde sait que une personne homosexuelle n'est pas forcément, elle travaille pas forcément dans une boîte, où elle n'est pas forcément prostituée, où elle n'est pas mais ce sont quand même des clichés qui ont la vie dure et qui persistent encore aujourd'hui. Alors, on va revenir peut-être sur ce que vous disiez, Stéphane Ducamp, à propos de l'UEFA. Évidemment, il y a ce reproche de ne pas avoir organisé de 2 minutes de silence. L'explication donnée par l'UEFA, c'est qu'en règle générale, je cite, dans les compétitions organisées par l'Union européenne de football, des hommages, minutes de silence, brassard noir, sont rendus aux victimes d'événements tragiques qui sont
soit liées au football directement, soit à l'une des équipes participantes ou au pays organisateur, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Est-ce que vous, ces explications, elles vous satisfont ? Non, pas du tout, dans le sens où on a affaire à quelque chose. Le terrorisme, c'est une plaie dans notre société, et que je suis étonné que l'UEFA soit pas aussi ému que ça, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, on est en train de nous dire que c'est pas un drame. Pour moi, c'est ça. Ça aurait été. Alors, je vais être très franc et je le pense, sans aucun souci. Ça aurait été une boîte normale, je dis bien normale, j'insiste sur les guillemets de normal, pardon. Eh bien, on aurait fait la minute de silence, c'était pas un problème. Pourquoi alors vous insistez sur le mot normal, donc je rebondis. Vous considérez que c'est pas une boîte normale, le Pulse ? Non, c'est pas une boîte hétéro. La norme, elle existe. La norme, elle existe. La preuve, c'est que le football, ça m'a l'air d'être une sacrée norme. Dans le sens où ne pas aimer le football, là aussi, c'est pas. Je le vois sur mon propre Facebook, je suis pas fan de football. Eh bien, c'est pas normal de pas aimer le football. Alors là, moi, je regrette juste que justement, une minute, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher aux sponsors non plus. Puis c'est faire preuve d'un peu d'humanité, même si, écoutez, on sait tous que le football, je le dis haut et fort, c'est quand même un milieu très homophobe. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, Jean-Jacques Glody ? Sur le foot milieu homophobe ou sur la norme ? Sur les deux. Le foot milieu homophobe, bon, je ne sais pas s'il est plus homophobe qu'un autre, mais effectivement, l'homophobie existe partout et dans toutes les structures organisées, elle existe. C'est une réalité. En revanche, le débat qui venait d'avoir lieu juste avant sur la question de la norme est peut-être le fondement même de nos difficultés. Parce que c'est quoi la norme ? Le problème, c'est qu'on a défini une société en disant que la norme, c'est l'hétérosexualité. C'est un peu ça, le schéma. En quoi l'hétérosexualité serait la norme ? Et là, nous avons à retravailler sur une conception d'une société où tous les individus sont comme ils le sont naturellement, sans que l'on stigmatise les uns et les autres par rapport à une catégorie qui serait à ce moment-là celle, les hétéros, qui serait la référence donnée comme norme. C'est là la difficulté de notre société. Effectivement, nous devons travailler à ce qu'il n'y ait plus de normes sexuelles. Il y ait au contraire une société dans laquelle s'expriment toutes les facettes de l'identité des personnes. Homosexuels, hétérosexuels, trans, il faut qu'on arrive à ce combat. C'est une évolution des mentalités. Et donc, justement, avant de venir à cette émission, en réfléchissant un peu sur la question, c'est bien ce problème de normes qui nous est posé. C'est bien ce problème de normes. Si vous faites référence à des civilisations d'antiquité, l'homosexualité n'était pas rejetée, n'était pas stigmatisée. C'est la sexualité qui n'était pas un thème. Oui, le problème de notre société, c'est que la sexualité est un thème. Voilà. Donc du coup, effectivement, vous voyez, la sexualité n'est pas un thème. Donc choisissez la sexualité que vous voulez, et vous vivez comme vous avez envie, c'est pas un problème. Donc on a normalisé une société qui exclut aujourd'hui une catégorie des siens. Et là, nous devons retravailler à ce que l'ensemble des composantes de cette société ne soient pas exclus au regard d'une norme majoritaire. Et là, nous avons un travail d'évolution des mentalités. Je relève que vous avez dit, vous choisissez votre sexualité. Oui, non, mais pas son orientation. Voilà. Émile Épinay. Mais pareil, parce que vous avez dans une espèce d'habitude de langage, mais c'est ça le drame de l'histoire. C'est qu'il y a des expressions qui reviennent de manière un peu, on a un peu savonné le cerveau, on va dire les choses comme elles sont, on a fait passer certains messages, il y a des automatismes qui reviennent dans certains fonctionnements, et quelquefois on n'a pas conscience que ces automatismes sont en complètement décalage avec la réalité. Tuerie d'Orlando, la folie homophobe, c'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Vos questions au 99 2000, également au 06 92 608 335. Lucie nous dit, pour les responsables américains, qu'est-ce qui est plus grave, un acte terroriste ou un acte homophobe d'un homo refoulé ? Le monde a évolué, mais pas la connerie, je cite, si en fait empire, nous dit Lucie. Voilà qui prend part à ce débat. Émile Épinay, vous vouliez réagir ? Oui, au fait, je voulais revenir rapidement sur le... Je rappelle que vous êtes président de l'association Horizon. Tout à fait. Sur tout ce qui s'est passé au niveau de l'UEFA, qui a donc refusé la minute de silence. En ce qui concerne cette minute de silence, moi, ce qui m'a énormément choqué à ce sujet, c'est que l'Euro 2016 a commencé sous une menace d'attaque terroriste qui était réelle. Et le communiqué qui a été fait semblait vouloir dire que c'était quelque chose qui n'avait strictement rien à voir avec le milieu du football. Le terrorisme touche tous les milieux, déjà premièrement, et puis ce n'est pas comme si cet euro était exempt de menaces terroristes lui-même. En fait, c'est la liberté qui est attaquée.
alors quelle qu'elle soit, c'est-à-dire de se vivre et d'accepter son orientation sexuelle, de la vivre pleinement, que ce soit la liberté d'écouter de la musique quand ça a été le Bataclan, que ce soit la liberté de faire la fête, de se réunir, voilà, c'est tout ça qui est attaqué. Donc je n'ai pas compris cette volonté de vouloir séparer les deux, la menace terroriste qui existe sur l'Euro 2016 et cette attaque terroriste-ci, comme s'il s'agissait de deux choses fondamentalement différentes. Donc là, il y a une certaine forme d'indécence quand même de la part du milieu sportif, surtout quand on sait les valeurs justement qu'il y a dans le milieu sportif, les valeurs, l'esprit sportif, ce n'est pas ça. Mais le fait qu'il y ait peut-être une homosexualité cachée chez Omar Mateen, le tueur d'Orlando, est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Non, parce que justement pour créer une haine de soi qui est telle qu'on en arrive au meurtre de masse, c'est quand même révélateur d'une société. C'est-à-dire que cet homme, il n'a pas pu vivre. La seule solution qu'il a eue, ça a été de détruire les autres et de se détruire lui-même, parce que je pense qu'il n'y a pas un seul instant, il s'est dit qu'il allait en ressortir vivant. Donc on parle quand même de personnes qui vont vers le meurtre de masse et le suicide. C'est des gens qui n'ont pas d'avenir. Leur horizon, il est noir, il est bouché. C'est-à-dire qu'il n'en ressort même pas gagnant. D'autant qu'il a téléphoné juste avant aux urgences pour dire je revendique cet attentat au nom de Daesh. S'il avait un minimum d'esprit critique, il se serait quand même douté qu'à un moment donné, on saurait qu'il a fréquenté cette boîte et qu'il était très certainement homosexuel. J'ai vu ce matin sur la toile, alors ce n'est peut-être pas confirmé, que Daesh avait du coup retiré le fait qu'elle était partie prenante de ces attaques. Ils se sont retirés de ça parce qu'ils ont dit on va quand même pas cautionner un homosexuel, quoi. Donc tout ça, c'est une vaste fumisterie, quoi. C'est la société aussi américaine qui a des questions à se poser. C'est aussi la religion, tous les dogmes qui doivent se poser des questions. Pourquoi des personnes choisissent la mort et le meurtre plutôt que la vie ? Alors là, c'est un acte terroriste. C'est Daesh qui revendique ou pas, mais en tout cas, le tueur se revendique de Daesh. Mais on peut élargir à la situation aux Nations Unies. L'ONU qui, dans ses membres, comporte des États qui condamnent l'homosexualité à la peine de mort. L'Arabie Saoudite, l'Iran, par exemple. On a des voisins. Hein. On a des voisins. J'aimerais bien. Les Comores sur le sujet sont très très spéciales. Maurice s'est puni de, je sais plus, 5 ans ou 5 mois de prison. L'homosexualité, c'est pas l'homosexualité, hein, c'est la sodomie qui est punie. C'est pire. De la même manière. Donc c'est une façon de traiter les sujets qui est absolument édifiante. Madagascar, faut être très franc. Madagascar, il n'y a pas de loi contre l'homosexualité, mais il n'y a pas du tout de loi contre l'homophobie, je vous rassure, hein, dans le sens où il y a une grande liberté là aussi d'action contre les homosexuels. Il y a le poids de la société elle-même, il y a la tradition, j'en ai encore parlé récemment, ça pèse. À La Réunion, on n'est pas exempté, hein, il y a des discours qui sont pour moi et restent aberrants. Moi j'ai vu des gens, une jeune femme d'une quarantaine d'années aller sur le pont à Saint-Denis parce que le pasteur lui avait gentiment dit qu'elle souillait le temple parce qu'elle était lesbienne. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses. On a la chance d'avoir un député avec nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire, mais il y a aussi il y a à légiférer. Et moi, ça m'importe beaucoup qu'on légifère. La législation a évolué. Il y a eu le mariage pour tous, par exemple. Oui. Alors ça. Est-ce que ça a fait progresser les choses ? Vous m'excuserez, Monsieur Vlody. Ça a été fait de manière là-dessus, et la plupart des associations le regrettent. Ça a été fait de manière. Si aujourd'hui on a une radicalisation de l'homophobie, c'est la façon dont le débat sur le mariage pour tous a pu traîner dans notre société. Pour moi, ça a été effroyable. Pourquoi ça a été parce que d'une manière ou d'une autre, on aurait pu faire passer cette loi beaucoup plus tôt, de la même manière, et éviter un débat long. C'était possible. Les 100 premiers jours d'un mandat servent relativement à ça. On a fait traîner, et pour moi, ce qui a fait, c'est qu'il y a des gens qui se posaient pas la question de savoir s'ils avaient une opinion sur l'homosexualité. Eh bien, on les a incités à en avoir une. Ceux qui étaient absolument contre l'homosexualité se sont radicalisés en termes d'homophobie. À l'heure actuelle, quand on lit le rapport d'SOS Homophobie 2015, faut être un peu réaliste, il y a un peu moins d'homophobie, c'est clair, au niveau des déclarations. Par contre, au niveau des agressions, ça va toujours aussi bien. C'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup plus, c'est là où je parle de radicalisation. On n'est plus dans l'insulte simple, on est dans un constat où il y a de plus en plus de violences qui sont des violences physiques. Jean-Jacques Vlody, ce débat, il aurait fallu le faire plus vite et de façon plus resserrée. On est quelquefois victime de ces bonnes intentions. Sur la loi sur le mariage pour tous, la volonté du gouvernement à ce moment-là n'était pas de faire le 49.3 de la loi El Khomri.
était justement que le débat soit le plus largement possible partagé et que la procédure législative aille dans toutes ces dimensions des deux alternances entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc vraiment la volonté que le débat soit véritablement un débat de société transparent sur lequel nous avons un objectif et nous avons une ambition, c'est l'égalité de droit pour tous, parce que c'est d'abord ça le mariage pour tous. C'est l'égalité de droit. Et ce texte de loi fondamental, qui a d'ailleurs au moment où il a été adopté, nous scandions tous, les parlementaires qui l'avons voté debout dans l'hémicycle, égalité, 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 égalité. C'était le fondement même donc de l'accès à l'égalité de droit, et donc en matière de législation et d'évolution législative, c'est d'abord l'égalité de droit pour tous. Et donc là, il y avait effectivement une séquence sur laquelle donc l'accès au droit n'était pas garanti selon les personnes, en particulier pour les homosexuels. Mais c'est évident que cette loi, ayant le temps législatif long, s'inscrit, a stigmatisé toute l'homophobie qu'il y avait dans notre société. Il faut reconnaître les choses aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été un révélateur de toutes les tensions homophobes dans ce pays. Et on peut regretter, mais on peut voir effectivement à travers cette loi à quel point l'homophobie est encore non seulement présente, mais comment l'homophobie est imprégnée dans notre société. Et à l'inverse, vous le regrettez, mais quelque part, c'est aussi une façon d'éveiller les consciences en disant, mais attendez, est-ce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de dire là? Est-ce que vous avez pris conscience que votre acte est un acte homophobe, quelquefois refoulé d'ailleurs? Parce que certains se cachent derrière d'autres idées, au fond d'eux-mêmes. Eh ben, écoutez, allons dire les choses comme elles sont. Sur les opposants du mariage pour tous, vous aviez ceux qui sont sur des positions dogmatiques, religieuses, en fait. Mais une bonne partie étaient d'abord des homophobes. Ça, j'en conviens. Mais oui, mais il faut que... Et donc aujourd'hui, la question que nous avons à faire avancer, c'est, écoutez, allons... Et moi, j'aime bien un débat qui s'installe autour de l'homophobie, ou plutôt l'homosexualité refoulée. Et ça, c'est un drame. Parce qu'effectivement, le cas que vous venez de citer, qu'on décrit aujourd'hui, le terroriste d'Orlando, il y en a des milliers dans notre société. Combien d'hommes et de femmes qui, après avoir connu une vie hétérosexuelle à l'âge de 50 ans, 60 ans, divorcent et décident enfin de vivre leur homosexualité parce que ils ont fini pas par se rendre compte, ils le savaient depuis longtemps. Sauf qu'ils ne l'assumaient pas. Ils ne l'assumaient pas. Ils n'arrivaient pas à l'assumer au regard de la société, au regard de la famille, au regard du regard des autres. Et donc, à 60 ans, quand on fait un peu le bilan, on dit, bon, il y a peut-être un peu plus d'années derrière que devant. Il serait peut-être temps que je profite de ce qui reste. Et donc, il y a des déclenchements, là, liés des circonstances de la vie qui fait que les gens finissent par essayer d'assumer pleinement. Mais quelle a été la vie de souffrance qu'il y a eu pendant 50 ans avant de se révéler ou d'assumer ce que on avait envie d'être, ou qu'on est tout un peu naturellement. Donc moi, ce que je retiendrai de ce que vous venez de dire, c'est que je suis d'accord avec vous. La loi peut être un peu traînée, mais ça, c'est le processus législatif. Mais en même temps, c'était la volonté de bien faire. Mais en même temps, ça nous a aussi pénalisé politiquement, hein. Donc, si on était allé plus vite là-dessus, ça m'aurait bien arrangé, hein, si vous voulez me dire. Nous aussi. Puisque ça nous aurait bien arrangé. Mais c'est un élément, et moi je voudrais, et on a peut-être oublié de le dire à ce moment-là. On a oublié de dire à ce moment-là, parce que ceux qui se manifestaient avaient peut-être peur d'être catégorisés comme ça, ceux qui étaient pour avaient peut-être peur de stigmatiser les autres. Il y a eu de l'homophobie dans ces débats. Il y a eu de l'homophobie dans ces manifestations. Il serait peut-être temps qu'on le reconnaisse pour que chacun prenne leurs responsabilités et assume leur position. Alors, Jean-Jacques Laudy parlait d'égalité. Il en reste encore à conquérir, et dans quel domaine, Émile Lépinay? Il en reste à conquérir à un certain nombre de niveaux. Mais déjà en priorité. Alors, au niveau des personnes homosexuelles, ce serait plutôt dans l'éducation maintenant, parce que la loi nous assure une relative égalité, sauf sur le traitement de l'homophobie, en l'occurrence. Tout à fait. Sur le traitement de l'homophobie qui est puni d'une amende, me semble-t-il. Niveau 5. De niveau 5, mais qui n'est pas un délit d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des discours d'incitation à la haine. Sur Internet, on en a eu un exemple suite aux tueries d'Orlando. C'est effrayant. Par exemple il y avait entre autres que ce ne serait pas une grande perte pour l'humanité qu'il y ait un petit peu moins d'homosexuels, par exemple. D'accord. Entre autres choses. Ça donne une idée, oui, effectivement. Et de personnes en France, je veux dire. Et ce sont des gens qui ne seront pas inquiétés, qui n'encourent pas de peine de prison. Je veux dire, c'est une amende qu'ils encourent. Si tant est que la dite amende soit vraiment réclamée. Hein. Donc il y a eu aussi. Enfin moi, quand on parle du traitement médiatique des choses, il faut quand même se dire qu'il y a un traitement médiatique des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui apparaissent à certains moments et ce n'est jamais innocent.
Ça, je veux dire, le mariage pour tous, il était en début de mandat. On va retenir que ça reste quand même une des rares mesures qui avait été promise, qui a été adoptée. Je veux dire, le débat a traîné en longueur extrêmement longtemps. C'est-à-dire, effectivement, il y a de l'homophobie dans la société. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas nier. Elle existait, elle était là, elle était tapie dans l'ombre. Mais le fait est que ces gens se sont rendus compte qu'ils avaient une tribune pour s'exprimer et qu'ils pouvaient exprimer leur homophobie au grand jour. Et le traitement qui a été fait autour de ça a été complètement catastrophique. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, en ce moment même, nous avons une loi qui est en train de passer, un amendement plutôt, sur le changement d'état civil des personnes transidentitaires. Qui en a entendu parler ? Je veux dire, ça fait des années que les associations se battent pour améliorer cet état de fait. Je veux dire, on parle quand même de stérilisation de personnes. C'est-à-dire que quand vous voulez votre état civil en tant que personne transidentitaire, il faut que vous soyez stérilisé. Je ne sais pas si ça vous évoque les mêmes choses qu'à moi, mais moi, il y a quelque chose comme nazisme qui me passe par l'esprit à ce moment-là. Je veux dire, là, à ce moment-là, on décide que brusquement, c'est devenu un sujet urgent et qu'il faut le traiter. Ce n'est absolument pas médiatisé. Et si ça arrive à ce moment précis, c'est qu'il y a une bonne raison. La CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, est à deux doigts de nous taper sur les doigts parce que depuis 92, date de notre première condamnation sur ce sujet, rien n'a été fait. Et je veux dire, les transidentitaires, c'est un domaine qui n'intéresse personne. Et à la rigueur, ce qui doit être... Peut-être réexpliquer de quoi il s'agit pour les gens qui nous écoutent. Alors, les personnes transidentitaires sont des personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans le genre qu'on leur a assigné à la naissance. C'est-à-dire, quand vous venez au monde et que vous êtes de sexe féminin, on va partir du principe que vous allez devenir une femme dans votre fort intérieur, on va dire. Et de même pour le sexe masculin. Les personnes transidentitaires ne se reconnaissent pas dans cette assignation. Une femme qui se sent homme ou vice-versa. On va dire une personne de sexe féminin qui se sent homme ou inversement. Donc voilà, ce sont des... C'est quelque chose qui existe. On parle de 30 à 50 000 personnes en France, donc ce n'est quand même pas un sujet qui est anodin. Donc on parle quand même de 30 000 à 50 000 personnes qui sont potentiellement stérilisables. Donc ce sont des gens qui n'ont pas le droit de fonder des familles. Il faut bien se rendre compte. C'est-à-dire que si les enfants, ils ne les ont pas fait avant, ensuite ils vont devoir passer par l'adoption, sachant à quel point elle est déjà compliquée pour le couple hétéro qui n'est pas trans de base, on va dire. Donc c'est en gros le classement du dossier, il est vertical. Hein, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ça reste quand même. Il y a un traitement médiatique qui n'est pas innocent. C'est-à-dire le traitement politique et médiatique de ces thématiques-là sont toujours instrumentalisés à un moment donné. Et c'est ce que nous déplorons. Nous aimerions bien que les gens prennent des positionnements politiques à ce sujet, que des gens se décident à défendre cela, même quand il n'y a pas de mort, même quand il n'y a pas de tuerie de masse. Même quand à l'autre bout du monde, 50 personnes ne tombent pas sous des balles de Kalachnikov parce que des morts, on en a tous les jours. Des agressions. Avec les suicides, vous faisiez allusion à ça. 4 fois plus de suicides, c'est ça, Stéphane Ducamp. On va conclure là-dessus. Oui, c'est de 7 à 13 fois plus de suicides dans la réalité chez les personnes homosexuelles et transidentitaires. Il y a une chose que je voulais, parce que sur le légiférer qui m'importe, la PMA, il serait intéressant de la prendre réellement. La procréation médicalement assistée. Oui, tout à fait. Dans le sens où d'abord il y avait un pseudo-engagement de Monsieur Hollande. Je suis content d'avoir, je le dis, Monsieur Vlody en face de moi. Moi aussi, très heureux. Il serait important parce que à l'heure actuelle, la PMA, elle existe. Il serait bien. Elle a lieu en Belgique, en Espagne. Elle est exactement réservée à ceux qui ont de l'argent. Elle n'est pas réservée à la population. Pour les couples lesbiens, en l'occurrence, moi j'aimerais bien qu'un de ces jours on se décide à légiférer pour pas réserver ça, à une classe sociale, mais que justement qu'une réunionnaise qui est en couple avec une autre femme qui veut faire une PMA, elle soit pas obligée de prendre l'avion. Je suis désolé, et d'aller en Belgique ou en Espagne. C'est à nos députés de légiférer et de justement d'amener un projet qui soit recevable à part entière, dans le sens où ça a lieu, je le maintiens vis-à-vis des auditeurs, ça a lieu la PMA. Donc il faut légiférer. Faire évoluer notre société, c'est ce que doivent faire les députés pour moi. Ça existe, il faut en tenir compte. Le mot de la fin pour Véro par texto qui pose cette question, qu'est-ce que la normalité? Et elle dit les hétéros ont des comportements pires, parfois il y a qu'à voir comme la société part, l'être humain ne sait pas ce qu'est la tolérance ou sinon quand ça l'arrange et c'est bien dommage. Voilà, merci à tous les trois d'être venus au micro de Réunion Première. C'est vraiment la tolérance, accepter l'autre. Le respect, moi je dirais le respect. La tolérance n'est qu'une étape dans le respect. Total respect, c'est d'ailleurs le nom de votre association, Stéphane Ducamp, vous en êtes le président pour la zone océan Indien, Émile Épinay, président de l'association Horizon, et donc Jean-Jacques Glody, député PS de La Réunion. C'est dans l'actu demain, France-Albanie, retour sur le deuxième match